Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle entretien. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre ami, notre cher ami, Yal Sivan. Yal Sivan, producteur bien connu, réalisateur, essayiste et enseignant israélien qui réside en France. Merci infiniment, Yal, d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir, merci. Merci beaucoup. Il y a depuis 6 mois, depuis le déclenchement de la guerre de Gaza, avec presque 33 000 personnes assassinées, avec surtout 12 000 nourrissons, bébés et enfants, 18 000 femmes assassinées, violées, séquestrées. Comment tu vois la situation actuelle à Gaza? Je pense que on est unanime là-dessus que c'est une situation effrayante, difficile à qualifier. C'est surtout pas une guerre, c'est une campagne meurtrière contre un peuple dans un territoire qui déjà depuis des dizaines d'années, a subi un enfermement qui déjà était dans une précarité extrême. Et là, on voit l'armée israélienne, avec des soutiens occidentaux, en train de mener une campagne de destruction massive à tous les niveaux, à toutes les échelles. Destruction humaine, destruction physique de tout ce qui est l'habitat, l'infrastructure, et une destruction d'une société, c'est-à-dire une tentative de rendre ces territoires inhabitables. Donc, c'est surtout pas une guerre, c'est une campagne meurtrière. Oui. Comment tu qualifies la tendance de Benjamin Netanyahou de baser cette guerre, cette action criminelle contre la population palestinienne sur des contextes, des textes, des messages religieux? Est-ce que nous sommes devant la transformation de ce conflit, d'un conflit séculaire vers un conflit religieux? Il faut se rappeler que ce n'est pas un conflit religieux et le mouvement sioniste n'était pas et n'est pas un mouvement religieux. Bien le contraire, c'est un mouvement colonial et un mouvement de sécularisation. C'est une nationalisation, on peut dire, de judaïsme. Il ne s'agit pas d'un conflit religieux, il s'agit d'un conflit colonial, il s'agit d'un conflit territorial. Certains, des côtés israéliens, ils viennent ajouter une dimension religieuse. Mais il faut dire que cette dimension religieuse n'a pas été absente complètement dans l'histoire des conflits. La gauche sioniste devrait toujours faire un grand écart et essayer de gérer une grande contradiction qui était d'un côté considérer que Dieu n'existe pas, mais de l'autre côté qu'il a promis la terre euh, aux Juifs. Ça, c'était déjà la contradiction au sein de sionisme. Mais c'est sûr, c'est vrai, qu'on a vu une tendance montante ces dernières, je dirais, 30 années euh, de une forme apocalyptique, messianique juive, soutenue d'ailleurs par des évangélistes, des chrétiens apocalyptiques évangélistes, surtout anglo-saxons, américains. Et Netanyahou avait un lien très fort avec ces milieux évangélistes d'un côté et de l'autre que il se base sur une population israélienne qui est traditionnel, historiquement traditionnel, dont l'impossibilité d'expliquer d'une façon raisonnée ces conflits, donc on ajoute cette dimension religieuse. Mais il faut toujours se rappeler, il s'agit d'une instrumentalisation de la religion, il s'agit d'une instrumentalisation de textes pour la justification religieuse. D'une certaine manière, je dirais, ce qu'on est en train de voir, c'est un éloignement du judaïsme. On voit une tendance, je dirais, judaïste
Et ça, c'est la coalition de Netanyahou avec des figures messianiques, apocalyptiques comme Ben Gvir, Smotrich, de grands d'Israël, obéissant qu'à la promesse soi-disant divine, etc. Netanyahou est un renégat, Netanyahou est un séculier, Netanyahou instrumentalise la religion, c'est une tactique religieuse, ce n'est pas un changement idéologique chez Netanyahou. Oui. Et Yann, est-ce que la radicalisation progressive de la société israélienne en tant que juif, ça te choque et la régression des forces progressistes. J'ai posé une même question à notre camarade et professeur Alain Papé, Shlomo Sand, Dominique Natchon, Pierre Stamboul. Est-ce que ça te choque lorsque tu vois des citoyens juifs empêchent le passage de l'aide vers des enfants, des bébés, lorsque tu vois des femmes israéliennes appellent à la viol des femmes palestiniennes, à l'assassinat des femmes enceintes pour qu'elles ne pas puissent donner la vie à des autres Palestiniens. Est-ce que ça te choque, ça, en tant que juif? D'abord, ça me choque en tant qu'être humain. Ça me choque autant que d'être humain, voir à quel stade on est arrivé de déshumanisation de l'autre. Je ne peux pas dire que ça me choque euh, parce que malheureusement, si on regarde mon travail cinématographique, on regarde un film qui a été fait maintenant il y a plus de 30 ans, qui est Izkor, les esclaves de la mémoire. C'est un film dans lequel, d'une certaine manière, je prévois cette radicalisation et cette catastrophe. Euh, Moi, ça fait plus de 30 ans que j'essaye de crier dans les déserts. Je ne suis pas seul. Vous avez nommé de figures importantes, justement contre ce mouvement euh, fascisant, ce mouvement de déshumanisation de l'autre qui s'est installé au sein de la société israélienne et qu'on ne voit pas encore sa fin. Et surtout, on ne voit pas sa fin et surtout qui touche la jeunesse israélienne, une grande partie de la jeunesse israélienne. Oui, il y a eu un processus de déshumanisation. Et évidemment, en tant que juif, je suis d'autant plus choqué euh, parce que à la fois, ça se fait en notre nom, mais comme je le dis tout à l'heure, je considère que ce ne sont pas des juifs qui agissent, mais des gens qui utilisent le judaïsme et la partie la plus obscure, la partie la plus perverse de l'interprétation du judaïsme pour justifier l'injustifiable. C'est pour ça que je les qualifie aujourd'hui, je pense qu'il y a une rupture, je les qualifie aujourd'hui des judaïstes et non pas des juifs. C'est-à-dire vraiment la pure instrumentalisation politique au nom de quelque chose dans lequel ils le savent, c'est-à-dire eux, ils considèrent que c'est le judaïsme, mais ils savent aussi qu'ils auront les soutiens internationaux parce que, en effet, euh, il y a une forme d'indulgence occidentale à l'égard de juifs. Mais je ne suis pas surpris du processus. J'ai vu venir ce processus. On a crié, je n'étais pas seul, on a crié contre la catastrophe à venir. Et la catastrophe est venue. Et il faut se rappeler une chose, sortir de la catastrophe, c'est pas seulement la victime qui doit sortir de la catastrophe, c'est une tache noire et qui porterait la société israélienne pour un long moment, et ça ne serait pas facile à se débarrasser de cet traumatisme de bourreau, si je peux me permettre. Oui. La montée de l'extrême droite fasciste, Ben Gvir et compagnie, est-ce que aussi ça fait partie de la responsabilité de la gauche israélienne qui a mal géré le pouvoir, qui a mal géré les occasions de paix avec les Palestiniens aussi?
il y a une responsabilité énorme, je ne dirais pas de la gauche, parce que je ne crois pas que c'était de la gauche, c'est-à-dire en Israël, il faut toujours savoir, c'est que la qualification gauche-droite, elle s'est faite par rapport à la question palestinienne, c'est-à-dire grosso modo, la gauche, elle est pour un fond de compromis et la droite, elle est contre. Mais ce n'est pas une gauche sociale, ce n'est pas une vision de gauche anticapitaliste. Donc ça, c'est sur la question de gauche et droite. Évidemment qu'il y a une grande responsabilité. Il y a une grande responsabilité parce qu'au-delà des clivages gauche-droite en Israël, il y a un consensus sioniste. Et le problème, c'est que le consensus sioniste, c'est l'idée d'un État juif et démocratique qui est quelque chose qui partage une grande partie du sionisme qui sera de gauche ou qui sera de droite. Peut-être la frange messianique, apocalyptique, fascisante de Ben-Gvir, Smotrich, la démocratie les intéresse bien, mais il y a un consensus autour de l'idée d'un État juif et démocratique. Un, qui est déjà une contradiction. Deux, il y a aussi le fait que aucun gouvernement israélien, aucun, y compris les gouvernements dits de gauche ou de centre, n'a jamais cessé le processus colonial. Les processus d'accaparation des terres, les processus de confiscation des terres, de construction des colonies, d'élargissement de la population juive en territoire occupé, etc. La troisième chose, c'est qu'il y a eu toujours une pensée, donc qui est liée à l'idée d'un État juif et démocratique, entre guillemets, bien évidemment, il y a eu la pensée démographique qui a prévalu aussi chez la gauche. Et il y a eu un manque de clarté totale, il y a un manque de clarté totale par rapport à la volonté réelle israélienne de faire la paix. Est-ce que finalement, un intérêt est-ce qu'il y a intérêt israélien, intérêt sur le plan économique, sur le plan social, etc., de faire la paix. Donc la gauche là-dessus n'était pas claire. Ce qui a fait que d'une certaine manière, la gauche était vue à juste titre, en se disant l'opposition à la droite était vue à juste titre comme d'une certaine manière hypocrite, incohérente, celle qui dit une chose et qui fait les contraires. Avec les années des processus de Oslo, on a aussi renforcé quelque chose qui vient du milieu du Parti travailliste israélien, qui est l'idée de la séparation. C'est-à-dire, on est passé d'une politique de l'occupation et des sociétés embriquées, dont la séparation de deux sociétés, c'est la construction de murs de séparation, soutenue par la gauche, certes une idée d'Ariel Sharon, mais il faut se rappeler qu'à un moment, Ariel Sharon quitte le Likoud et va monter un parti centriste et qu'Ariel Sharon, historiquement, vient de partis travaillistes israéliens, non pas de la droite israélienne. Donc, il y a une histoire, la droite, la gauche israélienne, en réalité, était toujours une gauche coloniale. Elle était une gauche coloniale et donc, elle était dans ses contradictions, elle était vue hypocrite et manquant de consistance, ce qui a fait qu'elle a permis le processus de séparation à renforcer en réalité ce que les Israéliens appelaient une voie claire qui est celle de la droite de Netanyahou, puis le messianisme meurtrier et fascisant de Ben-Gvir et Smotrich. Il y a comment tu vois l'insistance de Netanyahou d'aller jusqu'au bout, malgré ces images, malgré la contestation internationale de la société civile internationale, malgré ces procès devant la Cour pénale internationale, une centaine de procès et de requêtes, malgré aussi l'action de l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale, malgré la dernière décision du Conseil des conseils de sécurité, etc. Est-ce que la doctrine sioniste basée sur la méfiance de l'international, méfiance, le mépris, l'indifférence vers l'autre, est-ce que c'est la protection occidentale qui est en train de donner ce sentiment d'impunité à Benjamin Netanyahu? D'abord, il ne s'agit pas d'un sentiment d'impunité, il s'agit d'une réalité d'impunité. Et c'est ça, c'est-à-dire finalement,
Il faut savoir que euh, le sionisme, la colonisation sioniste de la Palestine, a toujours considéré, ça c'est Ben Gurion qui le dit clairement, euh, que la frontière israélienne se retrouve là où il y a la dernière colonie israélienne. Israël est un pays membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'a jamais déclaré ses frontières, alors que c'est une condition d'adhésion à l'Organisation des Nations Unies. Et pourquoi j'insiste sur cette question de la frontière par rapport à votre question? Parce qu'en hébreu, les mots frontière et les mots limite, c'est les mêmes, un petit peu comme en arabe. C'est-à-dire qu'on peut dire Israël est un État sans frontières, mais Israël est un État sans limite. La limite à l'agissement israélien, il est par rapport à là où on va lui poser la limite. Ce n'est pas une limite volontaire, on ne s'arrête pas. On n'a pas arrêté la conquête de 1900, la colonisation de sionistes depuis 1920 n'a jamais arrêté. La conquête de territoire de la Palestine avec les territoires occupés en 1948 ne s'est pas arrêté. En 67, on a occupé des territoires, etc., etc. C'est-à-dire, il y a en permanence une idée de non-limite. On s'arrête là où on va nous arrêter. Et cette impunité n'est pas un sentiment d'impunité, est une preuve d'impunité. C'est-à-dire, ce n'est pas depuis hier ou avant-hier qu'Israël n'obéit pas au droit international. Israël n'obéit pas au droit international déjà à partir de sa constitution, la résolution 194 des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui stipule qu'Israël doit œuvrer au retour de réfugiés palestiniens expulsés en 1948, n'a jamais été appliqué. Israël a bafoué toutes les conventions de Genève, une après l'autre. Toutes les constructions de la colonisation dans les territoires occupés en 1967 est illégale sur le plan international. Les chancelleries occidentales sont d'accord que c'est illégal. Et pourtant, on n'a jamais imposé à Israël les démantèlements de cette illégalité, au moins arrêter d'agir dans l'illégalité. D'une certaine manière, Israël a été mis au-delà de la loi, et au-delà de la loi, ça veut dire hors la loi. Israël a été et est positionné sur le plan international comme un État d'exception, c'est-à-dire qu'il est exception par rapport aux autres États. Il est exception au sens que sur les trentaine de pays qui sont sous sanctions et embargo par l'Union européenne, des raisons de droits de l'homme, politique, etc., Israël ne l'est pas dans la liste. Que l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne sur les accords des échanges économiques qui peuvent être suspendus à tout moment par l'Union européenne au cas de violation des droits de l'homme n'a jamais été suspendu. Et donc, ce n'est pas, je répète, un sentiment d'impuissance, c'est tant qu'on ne les arrête pas, tant qu'il n'y aura pas un élément fort, une indication forte de la part de la communauté dite internationale, dite communauté internationale, en tout cas des Occidentaux, d'une façon active, arrêter les Israéliens s'arrêteront. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important parce qu'il faut voir que la violence israélienne d'aujourd'hui, elle est la conséquence de la tolérance de part des Occidentaux de la violence israélienne sur Gaza en 2021 et en 2014. C'est-à-dire qu'on peut dire que les Israéliens recommencent là où ils s'arrêtent. C'est-à-dire la violence de 2014 a passé, la violence de 2021 a passé, les bouclages, l'enfermement, les limites affamant de population de Gaza est passé, a été accepté, eh bien, on peut commencer à partir de là. Et maintenant, s'il ne va pas avoir un changement dans cette attitude, la prochaine campagne israélienne contre Gaza va commencer là où s'arrête celle-ci. C'est-à-dire, on est en train d'accepter
30 à 40 000 morts. Il y a les 30 000 officiels, plus les personnes disparues. Ça Non veut dire déclaré. Non déclaré, oui. non déclaré. Ça veut dire que si ça, c'est accepté, accepter, ça veut dire si on ne met pas des limites à Israël, la prochaine étape de violence commence là où s'arrête celle-ci. Est-ce que tu considères aussi comme un citoyen européen, est-ce que tu considères que l'Occident, surtout les États-Unis, le parent officiel d'Israël, le parent officiel des pratiques de Benjamin Netanyahu, et aussi le sponsor, le premier sponsor d'Israël, et l'Europe aussi, à travers la tolérance avec ce discours de haine qu'on a vu sur des plateaux, à Bujada, Pascal Pau, Darus, Sonia Mabrouk, ce discours de haine animé par un discours de haine vers l'arabe et le musulman qui a permis aussi de légitimer l'action génocidaire et criminelle vers les Palestiniens, vers les bébés palestiniens. Il ne faut pas oublier aussi le discours de Manuel Valls, le discours de Hollande qui a dit de la nécessité de faire la différence entre les victimes israéliennes et les victimes musulmanes, parce que ce sont des discours qui ne vont pas être oubliés dans l'histoire. Est-ce que l'Occident et l'Europe et les États-Unis sont responsables juridiquement, moralement, pour ces crimes contre la population palestinienne? La réponse est bien évidemment oui, mais au-delà des responsabilités. Là, il s'agit à la fois de complicité, donc ce n'est pas seulement la responsabilité, c'est la complicité occidentale principalement, et pas seulement, et j'y reviendrai. Et il s'agit aussi de intérêts occidentaux au sens que ces conflits qui dépassent bien évidemment la région est un conflit qui sert aussi de certains intérêts au sein de l'Europe elle-même. C'est-à-dire, euh, on voit très bien à travers ces conflits, c'est cette phase meurtrière de conflit, parce que c'est une phase, les conflits n'ont pas commencé, soyons clairs là-dessus, n'a pas commencé le 7 octobre. C'est-à-dire c'est une phase extrêmement extrême et meurtrière d'un conflit qui est un conflit d'un siècle maintenant. C'est qu'on voit qu'à travers ces conflits, en réalité, a été créée une humanité divisée. C'est-à-dire, ce n'est plus l'idée d'une humanité que nous partageons et un monde que nous partageons, nous devrions partager en commun, mais deux humanités. Deux humanités, c'est-à-dire qu'il y a des humains d'un côté à part entière et des autres, des humains qui ne sont pas des humains à part entière. Ça, c'est quelque chose qu'on a très bien connu à la grande épopée coloniale européenne, dans laquelle on considérait que voilà, les Blancs européens sont des humains et les autres, c'est des sous-hommes d'une certaine manière. Quelque chose, entre parenthèses, rappelons que les Juifs ont subi aussi. C'est-à-dire les Juifs, à un moment, ils étaient une sous-humanité aussi. Aujourd'hui, à travers ces conflits, et ça se renforce, on voit cette division dans laquelle il y a un seuil de tolérance extrêmement bas quand il s'agit de la mort de blancs, je dirais, et un seuil de tolérance très élevé quand il s'agit de la mort de non-blancs, et surtout aujourd'hui des Arabes et des musulmans. C'est le cas dans la tolérance occidentale par rapport au génocide de Rohingya, de la répression des Ouïghours en Chine, des génocides en cours au Soudan, de la destruction Congo, le terrifiante, Congo. les terrifiants destructions de la Syrie, ça d'un côté. Et pourquoi nous parlons aujourd'hui? Pourquoi vous faites cette série d'émissions? Pourquoi nous sommes tous, depuis maintenant bientôt 6 mois, dans ces états dans lesquels nous sommes? C'est parce que des Blancs sont morts, parce que des Israéliens ont été tués. On n'a pas parlé de la question palestinienne. Les années qui ont précédé
le 7 octobre, alors que les confiscations de terres, les démolitions, la mort de Palestiniens étaient quotidiennes. On a commencé à reparler de la question palestinienne. Elle a été mise sur ce qu'on appelle l'agenda international parce que des Israéliens sont morts, non pas parce que des Palestiniens sont morts. Et dans ce sens-là, on voit que on est dans une régression, on est dans un retour à ce moment colonial de fin de 18e, 19e, dans lesquels, en effet, l'humanité est divisée. On le voit en Europe, dans l'attitude à l'égard de formes différentes de racisme. L'antisémitisme, c'est la forme absolument interdite, absolue de racisme, illégitime, et que c'est aussi la lutte contre l'antisémitisme, la dénonciation de l'antisémitisme qualifie ceux qui dénoncent l'antisémitisme comme de non-racistes. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent être islamophobes. Parce que l'islamophobie est une forme de racisme légitime. Donc cette division de l'humanité entre racisme légitime et racisme illégitime, elle en fait partie aujourd'hui de l'espace européen tel que nous voulons, et vous l'avez dit à juste titre, avec les discours de Valls et des intellectuels islamophobes, etc. C'est-à-dire, ils vont se mettre sur les pattes arrière quand il va s'agir de l'antisémitisme, et ils vont tolérer l'islamophobie. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les mouvements d'extrême droite européens, comment ils se présentent comme des mouvements antiracistes, en se disant, on est pro-israélien et on est contre l'antisémitisme. Ce qui les donne la permission de continuer et de renforcer leur vision islamophobe. C'est-à-dire qu'on est en train d'instrumentaliser aussi ces conflits dans lesquels les baromètres de racisme, il s'est fait par rapport à la figure de juif et non pas à la figure de l'humanité tout entière. Oui. Et c'est en cela qu'on est en train de se faire contaminer par ce conflit dans l'espace européen. Mais là, on a parlé des chancelleries européennes et occidentales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est ça les paradigmes problématiques, c'est qu'aujourd'hui, les complicités avec Netanyahou et les autorités israéliennes, et il faut dire non pas seulement Netanyahou, parce qu'aujourd'hui, le cabinet de guerre israélien est composé aussi de centres, c'est-à-dire Gantz, Eisenkot, font partie de ce qu'on appelle les centres et l'opposition de Netanyahou qui a rejoint Netanyahou à cause de l'état d'urgence et l'état de la guerre. Eh bien, ces cabinets-là, il est soutenu aujourd'hui pas seulement par les Américains et les Occidentaux, mais il y a des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont là en train aussi de soutenir, et donc on voit la coalition de conservateurs, de ultra-conservateurs réactionnaires, qui se retrouvent ensemble dans cette vision, qui est à la fois une vision meurtrière, mais une vision dans laquelle divise une certaine humanité. Je pense que c'est peut-être la chose la plus catastrophique, au-delà de la catastrophe humaine et personnelle des gens, c'est cette division inter-humanité qu'on est en train de voir. Yann, ma dernière question, docteur Ronnie Broman, ton ami, l'ancien président de Médecins sans frontières, il m'a dit il m'a confirmé une déclaration précédente que aujourd'hui Israël constitue une menace pour les Juifs au niveau international. Qu'est-ce que tu penses, Yann? Le judaïsme, le sionisme est une hérésie à l'égard de judaïsme. Le sionisme, c'est quelque chose qui est venu pour, d'une certaine manière, remplacer le judaïsme. Le sionisme a nationalisé et a transformé les juifs en nationalistes, c'est-à-dire ces groupes humains, culture, peuple, nation, comme on veut le considérer, et tout, qui n'étaient pas nationalistes
autant que juif, il pourrait être des nationalistes suisses, aux Français, aux Anglais, aux Américains, mais en tant que juif, ne l'était pas nationaliste. Il a transformé à travers les processus de sécularisation, il a transformé en nationaliste. Et en cela, déjà, il était cette rupture avec une tradition juive qui est extraterritoriale, qui est l'idée dans laquelle l'exil est une identité en soi. L'exil n'est pas la question d'être en dehors d'un territoire, mais c'est l'exil du monde représenté par les Juifs. La rupture avec l'idée d'exil, de cet exil-là, la rupture avec un messianisme qui est un messianisme dans lequel voit l'avènement messianique dans un monde qui sera meilleur, dans lequel il est interdit, du point de vue de la religion juive, de précipiter l'avènement messianique tant que l'humain ne sait un meilleur pas. Le sionisme est venu pour supplanter le judaïsme. Et déjà, en cela, il est l'ennemi du judaïsme. Mais aujourd'hui, la situation elle est beaucoup plus dangereuse. D'abord, le sionisme a failli, a échoué dans sa mission principale autodéclarée, qui est « nous serons les refuges et la protection des Juifs ». L'endroit aujourd'hui où les Juifs sont le plus en danger dans le monde, c'est dans l'État juif lui-même, et Israël est incapable de défendre, y compris ses propres habitants. 100 000 habitants du nord d'Israël ne peuvent pas vivre au nord, et 100 000 habitants du sud d'Israël ne peuvent pas vivre au sud, c'est-à-dire qu'il y a 200 000 juifs israéliens intérieurement déplacés dans lesquels l'État d'Israël ne peut pas les protéger. C'est-à-dire ce n'est pas seulement que le sionisme n'accomplit pas sa mission autodéclarée historique, mais l'État n'arrive pas à protéger les gens. Et par ailleurs, le fait que Netanyahou se présente non pas seulement en tant que Premier ministre israélien, mais le Premier ministre de tous les Juifs, qu'Israël ose parler au nom de tous les Juifs, aux yeux des autres, ça rend tous les Juifs responsables de crimes israéliens. Et c'est ça le deuxième danger qui pèse. On ne peut pas aujourd'hui accuser quiconque de l'amalgame, de la confusion qui a été créée d'une façon systématique, sciemment, volontairement, entre juifs, sionistes et israéliens. C'est beaucoup trop demander aux gens de comprendre que les juifs ne sont pas responsables alors que cette minorité de judaïstes israéliens disent c'est l'armée juive, on combat au nom de juifs, c'est l'État juif, etc. C'est-à-dire qu'ils sont en train de stigmatiser comme faisant partie de la campagne génocidaire actuelle. Et ça, c'est les dangers qui pèsent aujourd'hui sur les juifs du monde. Les juifs du monde aujourd'hui sont en danger d'une réelle montée d'un antisémitisme qui a été créé par la confusion entre juifs et israéliens. Et je vais finir par une. Il faut savoir une chose. Le but du sionisme, l'idée du sionisme, c'est l'émigration des juifs vers Israël. Israël a besoin en permanence de se renourrir, réactiver la colonisation de la Palestine, et ça, c'est l'immigration juive du monde. Tout le monde est d'accord. Les autorités israéliennes en premier, et l'agent juif, qui est cette organisation mondiale chargée de l'immigration vers Israël, que le seul facteur aujourd'hui d'immigration vers Israël, ce n'est pas l'amour d'Israël, ce n'est pas les conditions de vie en Israël et tout, mais c'est la montée de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan réel? Ça veut dire que l'antisémitisme n'est pas l'ennemi du sionisme. Ça veut dire que l'antisémitisme n'est pas l'ennemi du sionisme, comme je le répète souvent, comme la pluie n'est pas l'ennemi des vendeurs de parapluies. Certes, les sionistes ne créent pas l'antisémitisme, mais ils sont les bénéficiaires. C'est-à-dire cette alliance objective, qu'on le voit à travers l'alliance entre les évangélistes chrétiens, qui sont à la fois pro-sionistes et ils sont antisémites, cette alliance-là,
elle est quelque chose qui est une des contradictions dangereuses du sionisme. C'est pour ça que les derniers qui sont capables et qui ont intérêt de lutter contre l'antisémitisme réel sont les sionistes. Et en cela, les sionistes mettent en danger les juifs, nous mettent en danger parce que eux, ils n'ont pas intérêt de lutter contre l'antisémitisme. Dans les derniers congrès de la lutte contre l'antisémitisme qui a eu lieu à Jérusalem il y a 2 mois à peu près, les discours d'ouverture du président de l'agence juive disaient on a vu une montée terrifiante de l'antisémitisme ces derniers mois et on compte sur une immigration vers Israël de 100 000 juifs. C'est-à-dire que sur le plan pragmatique, le sionisme est bénéficiaire de l'antisémitisme et aussi de l'insistance sur une atmosphère antisémite mondiale, c'est-à-dire la mise en avant de quelque chose qui a une certaine réalité, mais qui est sûrement bien exagéré par les autorités sionistes. Merci infiniment, Yael. Sylvain, c'est un honneur de te recevoir, tout en sachant qu'on te recevra prochainement le 14 mai à Genève pour célébrer la Nakba avec la projection de ton film Yefa. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine rencontre. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir.